Millionnaire fait semblant d'être aveugle pour tester la petite mendiant. Ce qu'elle fait le laisse sans voix. Laissez votre « j'aime » pour suivre les prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Il était 22 heures lorsque Andrés Velasco ferma la porte de son bureau, mettant ainsi fin à une autre journée identique à la précédente. L'homme, d'âge moyen au regard fatigué, portait un costume impeccable, comme toujours. Ses mains tenaient une mallette contenant d'importants documents, mais son esprit était ailleurs. Propriétaire d'une fortune enviable, Andrés possédait tout ce dont beaucoup rêvaient. Des voitures luxueuses, des propriétés aux quatre coins du monde et une entreprise bien établie. Mais, au fond, rien de tout cela ne comblait le vide qu'il ressentait depuis des années. Sa vie était devenue une succession d'engagements prévisibles, où le silence et la solitude étaient ses seules compagnes à la fin de chaque journée. Il y a presque une décennie, un accident de voiture avait emporté la vie des deux personnes qu'il aimait le plus, sa femme et sa fille. Depuis lors, il s'était plongé dans le travail, devenant une machine à prendre des décisions rationnelles et stratégiques. Des amis, il n'en avait plus. La famille, seulement des proches éloignés auxquels il ne prêtait guère attention. C'était comme si, avec le temps, Andrés avait oublié comment ressentir. Tout autour de lui était calculé, prévisible et sans surprise. Son seul plaisir était de garder un contrôle absolu sur son entreprise, car dans le reste de sa vie, il avait déjà perdu toute emprise. Ce soir-là, au lieu d'appeler son chauffeur pour le récupérer, Andrés décida de marcher quelques pâtés de maison avant de rentrer chez lui. C'était une habitude rare, mais qu'il s'autorisait de temps en temps, simplement pour se rappeler qu'il était encore en vie. Les rues de la ville étaient animées, remplies de voitures, de lumière et de voix se mêlant dans le chaos urbain. Il marchait parmi les passants sans vraiment les voir. Son esprit était loin, perdu dans des pensées de chiffres, d'investissements et de contrats. Mais en tournant un coin, quelque chose attira son attention. Assise sur le trottoir, adossée à un lampadaire, une petite fille à l'allure fragile se recroquevillait pour se protéger du froid. Elle portait des vêtements sales et délavés, et ses pieds étaient nus sur le béton glacial. Devant elle, un gobelet en papier renfermait quelques pièces de monnaie éparpillées de manière désordonnée. Son regard ne demandait rien. Elle se contentait d'observer le mouvement qui l'entourait, comme si elle avait déjà accepté son destin. Quelque chose dans cette scène dérangea Andrés. Il ne s'était jamais arrêté pour remarquer véritablement les personnes invisibles de la ville, les mendiants, les enfants des rues, ceux qui luttaient pour survivre un jour à la fois. Pendant un instant, il hésita. L'impulsion naturelle aurait été de continuer son chemin, de l'ignorer comme il le faisait pour tout autre problème n'impliquant pas son entreprise. Mais, à cet instant précis, quelque chose en lui l'en empêcha. Ce n'était ni de la compassion, ni de la pitié. C'était un étrange malaise, un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Sans savoir pourquoi, ses pas ralentirent, et son esprit commença à formuler une pensée qui allait tout changer. Et si je la mettais à l'épreuve? Sans comprendre d'où venait cette idée, Andrés prit une profonde inspiration et décida d'agir. Il s'arrêta à quelques mètres de la fillette, l'observant discrètement. Quelque chose en elle l'intriguait, bien qu'il ne pût exactement expliquer quoi. Peut-être était-ce son regard lointain, ou la manière dont elle se serrait les bras contre elle, comme si elle voulait disparaître au milieu de cette ville indifférente. Il savait qu'il y avait des milliers d'enfants dans la rue, mais pour une raison inexplicable, celle-ci le fit hésiter. Son instinct rationnel lui disait de passer son chemin, de l'oublier et de regagner le confort de sa maison. Cependant, pour la première fois depuis des années, il ignore la logique et décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. S'impliquer. Une idée germa presque instantanément dans son esprit. Il voulait mettre cette fillette à l'épreuve. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il voulait voir comment elle réagirait face à une situation inattendue. Alors, de façon subtile, il fit semblant de trébucher et laissa tomber son portefeuille au sol. Des billets de haute valeur s'échappèrent lorsque le portefeuille heurta le béton, se dispersant un peu partout. Pendant un moment, le bruit de la ville sembla se dissiper alors qu'il attendait de voir ce que ferait la fillette. Elle regarda les billets pendant quelques secondes, sans montrer de réaction immédiate. Andrés resta immobile, faisant semblant de n'avoir rien remarqué. N'importe qui aurait pu se baisser rapidement pour ramasser l'argent et disparaître dans la foule. Après tout, une enfant des rues,
affamée et grelottante, aurait toutes les raisons du monde de le faire. Mais, au lieu de cela, la fillette hésita. Ses petits doigts effleurèrent le portefeuille, en sentant la texture du cuir fin. Ses yeux se déplaçaient entre les billets et l'homme qui se tenait devant elle. Et puis, comme si elle avait pris une décision ferme, elle ramassa le portefeuille avec délicatesse, se leva et s'approcha de lui. « Monsieur, votre portefeuille est tombé », dit-elle d'une voix faible, mais pleine d'honnêteté. Andrés resta paralysé. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Ce n'était pas le comportement que la logique lui dictait. Il reprit le portefeuille sans prononcer un mot, se contentant de fixer ses grands yeux qui, malgré la fatigue, portaient une innocence qu'il croyait disparue du monde. Son plan de test avait abouti à un résultat totalement différent de celui escompté. Pendant un instant, il se sentit ridicule. Qui était-il pour mettre cette fillette à l'épreuve? Quel genre de personne était-il devenu pour en arriver à utiliser quelqu'un comme sujet d'expérience? Mais en même temps, il sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qui, jusqu'à cet instant, était enterré sous des années de froideur et d'indifférence. Il ne savait pas quoi faire, mais une chose était sûre. Il ne pouvait simplement pas lui tourner le dos et reprendre sa route. Andrés inspira profondément, sentant le poids du moment. Aussi fort qu'il essaya de garder son sang-froid, il ne pouvait ignorer la petite qui se tenait devant lui, tenant un gobelet avec quelques pièces, aux pieds sales et aux yeux paraissant bien plus âgés qu'ils ne devraient l'être. Il ne s'était jamais soucié des gens comme elle. Sa vie avait toujours été entourée de personnes influentes, de réunions dans des salles luxueuses et de décisions qui faisaient bouger des millions. Mais d'une manière ou d'une autre, à cet instant, toute sa réalité se résumait à une seule question. Que fait cette fillette toute seule dans la rue? Il se pencha pour être à sa hauteur, un geste qui sembla la surprendre. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il sans y penser. La fillette serra les lèvres, hésitante. Il était évident qu'elle ne lui faisait pas confiance. Et pourquoi le ferait-elle? Andrés représentait exactement le type de personne qui ne regardait jamais quelqu'un comme elle. Après quelques secondes de silence gênant, elle finit par répondre, d'une voix basse, « Valéria ». Le nom résonna dans l'esprit d'Andrés, comme s'il avait un sens plus grand que ce qu'il pouvait comprendre à cet instant. « Tu es seul ici » continua-t-il, essayant de ne pas paraître intrusif. Valéria acquiesça, mais détourna le regard, comme si elle ne voulait pas entrer dans les détails. Andrés sentit un nœud se former dans sa gorge. Il n'était pas un homme sentimental. Il ne se laissait pas habituellement emporter par des histoires tristes. Pourtant, quelque chose dans la froide résignation de la fillette l'inquiétait profondément. Ce n'était ni le désespoir, ni la mendicité. C'était l'acceptation. La façon dont elle semblait avoir compris que personne ne viendrait l'aider, que le monde continuerait son chemin sans se soucier de son existence. Il regarda le portefeuille qu'il tenait dans ses mains. Il savait qu'il aurait pu simplement lui donner une poignée d'argent et reprendre son chemin. C'était ce que n'importe qui aurait fait, et probablement ce qu'il ferait lui-même un autre jour. Mais quelque chose était différent. Andrés ressentit une impulsion inexplicable de faire plus. « Tu as déjà dîné » demanda-t-il, sans vraiment savoir pourquoi. Valéria fronça les sourcils, surprise. Apparemment, elle ne s'attendait pas à ce qu'un inconnu lui pose une question aussi simple. Après un bref moment de silence, elle secoua la tête. C'est alors qu'Andrés prit la décision qui allait tout changer. « Allons, je vais t'emmener manger quelque chose », dit-il. Aussitôt ces mots prononcés, il se rendit compte de l'inhabituel de son geste. Il n'avait jamais fait quelque chose de semblable. Jamais il ne s'était détourné de sa routine pour quelqu'un qui n'était pas une pièce stratégique dans sa vie professionnelle. Mais, pour la première fois depuis des années, il s'apprêtait à faire quelque chose sans logique précise, simplement parce qu'il sentait qu'il le devait. Valéria hésita. Elle le regarda avec méfiance, comme si elle essayait de comprendre ses intentions. Un homme bien habillé, au regard sérieux, lui offrant à manger sans rien demander en retour. Ce n'était pas quelque chose de courant dans sa réalité. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris que rien ne se donnait gratuitement. Il y avait toujours un prix à payer. Mais en même temps, la faim se faisait sentir. Et cet inconnu ne paraissait pas menaçant. Au contraire, il était là, immobile, attendant patiemment sa réponse. Andrés remarqua le doute dans les yeux de la fillette et décida de reculer un peu. Peut-être allait-il en faire trop.
Peut-être avait-elle déjà appris à ne pas faire confiance aux adultes. « Ne t'inquiète pas, je veux juste te donner quelque chose à manger », dit-il d'une voix aussi calme qu'il le pouvait. Valeria regarda autour d'elle, comme à la recherche d'une échappatoire. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, mais son estomac gronda doucement, et le besoin parla plus fort. Elle acquiesça lentement, comme si elle n'était pas encore sûre de prendre la bonne décision. Andrés fit signe qu'elle le suive et se dirigea vers un petit restaurant au coin de la rue. L'endroit était simple, mais propre, et semblait appartenir à un monde bien éloigné de celui que Valeria connaissait. Dès qu'ils entrèrent, la fillette haussa les épaules, mal à l'aise. Elle s'assit sur une chaise comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui ordonne de partir à tout moment. Andrés prit le menu et le lui tendit. « Choisis ce que tu veux, dit-il. » Valeria ne toucha pas le menu. Au lieu de cela, elle le regarda et demanda d'une voix basse « M'aides-tu parce que tu veux ou parce que tu as pitié ?» La question surprit Andrés. Il n'aurait jamais imaginé qu'une enfant puisse percevoir cela. Mais il savait aussi que sa réponse était importante. « Je t'aide parce que je le veux, » répondit-il sincèrement. « Parce que je crois que personne ne devrait dormir affamé. » Valeria observa son visage pendant quelques secondes, comme pour décider si elle devait lui faire confiance. Puis, elle prit le menu et désigna un plat simple sans prononcer un mot de plus. Andrés passa la commande pour elle, et pour la première fois cette nuit-là, il se rendit compte que cette fillette n'était pas simplement une autre enfant des rues. Elle était quelqu'un qui avait appris à survivre seule, quelqu'un qui savait déjà que le monde n'était pas un lieu bienveillant. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que cette nuit allait complètement changer sa propre vie. Le dîner se déroula dans un silence étrange. Valeria mangeait lentement, comme si elle n'arrivait pas à croire que ce repas était vraiment pour elle. Ses yeux furtifs parcourèrent le restaurant, observant clients et employés, toujours en alerte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne la chasser. Andrés, quant à lui, l'observait discrètement, remarquant chaque petit détail. Cette fillette n'était pas n'importe quel enfant des rues. Il y avait en elle quelque chose qui lui donnait envie de comprendre davantage, quelque chose qui le touchait de manière inattendue. Pendant qu'elle mâchait, il demanda de façon désinvolte « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?» Valeria ne répondit pas immédiatement. Elle termina d'avaler un morceau de pain qui accompagnait son repas et se contenta de hausser les épaules. « Depuis que ma grand-mère est morte », murmura-t-elle à peine audible. La réponse était simple, mais son poids tomba comme une pierre sur la poitrine d'Andrés. Il ne posa plus de questions, ne voulant pas la presser. Mais désormais, il savait que la fillette n'avait personne. Peu à peu, Valeria se détendit. La faim fut apaisée et la tension dans ses épaules diminua quelque peu. Bien qu'encore méfiante, elle répondit aux questions d'Andrés avec des phrases un peu plus longues. Elle dit qu'elle avait l'habitude de dormir près d'un bâtiment abandonné, qu'elle savait déjà quel conteneur de déchets contenait de la nourriture encore consommable, et qu'elle évitait les adultes, parce que la plupart ne valent rien. Il avala difficilement sa salive à ces mots. Ce n'était pas quelque chose qu'une enfant devrait savoir. Une fois le repas terminé, Andrés paya l'addition et resta silencieux pendant un instant. Sa logique lui disait que la bonne chose à faire serait de la laisser continuer son chemin. Il avait fait sa part, mais quelque chose en lui refusait d'accepter cette idée. Il regarda Valeria, qui avait repris une posture défensive, comme si elle s'attendait à ce qu'il lui fasse la morale ou essaye de la conduire dans un refuge. Mais Andrés fit quelque chose de différent. Il se fait tard, et il fera encore plus froid, dit-il calmement. Tu peux passer la nuit chez moi. Demain, nous déciderons de la suite. Les yeux de la fillette s'agrandirent. Il remarqua sa vacillation immédiate. C'était naturel. Valeria était habituée à ce que les adultes exigent quelque chose en retour, à des situations dangereuses déguisées en bonnes intentions. Sans piège, sans obligation. Juste un lit chaud et un toit pour cette nuit, ajouta-t-il. Valeria se mordit la lèvre pensive. Puis, elle prit une profonde inspiration et acquiesça. Andrés ne savait pas pourquoi il faisait cela. Il savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait ce qu'il fallait. Le trajet jusqu'à la maison d'Andrés se fit dans le silence. Valeria monta dans la voiture avec hésitation, se recroquevillant à l'arrière comme si elle était prête à sauter et à s'enfuir à tout moment. Ses yeux attentifs scrutaient l'environnement, évaluant s'il y avait un piège. Andrés remarqua sa posture défensive, mais ne dit rien. Il conduisit en silence, respectant l'espace de la fillette.
Il savait que la confiance ne se gagnerait pas rapidement. À leur arrivée à la somptueuse demeure, Valeria resta un instant paralysée. Les portails automatiques s'ouvrirent, révélant un jardin impeccable et une maison imposante, aux larges fenêtres et à l'éclairage chaleureux. Cela ressemblait à un décor tout droit sorti d'un monde totalement différent du sien. Elle hésita avant de sortir de la voiture, son regard oscillant entre la porte de la maison et Andrés, comme si elle attendait qu'il change d'avis. « Tu peux entrer quand tu veux », dit-il naturellement, marchant devant elle. Dès qu'elle posa le pied dans la maison, Valeria ressentit un mélange de fascination et d'inconfort. Le sol brillait, les meubles étaient onéreux, et tout était parfaitement agencé. Pourtant, quelque chose en cet endroit paraissait étrange. C'était trop grand, trop silencieux. On dirait un musée, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Andrés esquissa un léger sourire. Il ne pouvait qu'être d'accord. Depuis la mort de sa famille, la maison n'était plus qu'un espace luxueux, mais sans âme. Il la conduisit jusqu'à l'une des chambres d'amis. C'était une pièce confortable, avec un grand lit, des draps propres et même un bureau garni de livres. Valeria resta immobile dans l'encadrement de la porte, ne sachant pas comment réagir. « La salle de bain est là-bas », indiqua Andrés. « Il y a des serviettes et des vêtements qui te conviendront peut-être. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son corps restait tendu, comme si elle s'attendait à une plaisanterie. « Tu peux verrouiller la porte si tu veux », ajouta-t-il. « Personne ne te dérangera. » La fillette acquiesça, traversant finalement le seuil de la pièce. Andrés l'observa pendant quelques secondes avant de s'éloigner. Il ressentit un poids étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, une inquiétude sincère. Il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais une chose était certaine. Valeria n'était pas n'importe quel enfant des rues, et maintenant qu'elle était là, il sentait que sa vie était sur le point de changer, même s'il ne comprenait pas encore comment. Cette nuit-là, Andrés mit longtemps à trouver le sommeil. Son esprit était agité, et il se surprit à écouter les petits bruits provenant du couloir, d'où se trouvait Valeria. Il n'avait jamais accueilli quelqu'un chez lui sans une raison logique. Il n'aimait pas les surprises, encore moins les changements inattendus. Mais, d'une manière ou d'une autre, cette fillette avait franchi ses barrières sans qu'il ne s'en rende compte. Le silence de la demeure, jadis réconfortant, lui semblait désormais oppressant. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il y avait quelqu'un là qui avait besoin de lui. Dans la chambre d'amis, Valeria n'arrivait pas non plus à dormir. Le matelas était trop moelleux, les draps trop parfumés. Elle était habituée au froid du béton, au bruit des voitures, à l'odeur de la rue. Être là, dans un endroit aussi propre et sûr, la rendait méfiante. Pourrait-elle vraiment rester? Ou, à l'aube, lui dirait-il simplement que c'était une erreur, et la renverrait-il? C'était la réalité qu'elle connaissait. Les gens finissaient toujours par partir, tôt ou tard. Le matin, Andrés descendit à la cuisine, et sans trop y réfléchir, se mit à préparer du café. Il n'avait jamais été du genre à cuisiner. Il avait toujours des employés pour cela. Mais pour une raison inconnue, il sentit qu'il devait faire quelque chose de simple pour Valeria. Il prépara du pain avec du beurre, du jus et du café. L'odeur se répandit dans toute la maison, et bientôt, il entendit des pas timides s'approcher. En se retournant, il vit la fillette debout à l'entrée de la cuisine, toujours vêtue des habits qu'il lui avait laissés. « Bonjour », dit Andrés, en essayant de paraître naturel. Valeria ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se posèrent sur la table mise, et il remarqua qu'elle était surprise. « As-tu faim » Elle acquiesça lentement. Il lui fit signe de s'asseoir, et la fillette prit place, encore hésitante. Elle prit le pain des deux mains et le mangea lentement, comme si elle ne voulait pas paraître trop impatiente. Andrés observa chaque détail. Ce n'était pas seulement la faim physique qui l'affectait, c'était la peur que ce moment de stabilité ne soit que temporaire. Au fur et à mesure qu'il mangeait, le silence se dissipa peu à peu. Andrés demanda si elle avait bien dormi, et Valeria haussa les épaules. « Je ne suis pas habituée au grand lit », murmura-t-elle. Il esquissa un léger sourire. Il n'y avait pas eu une pensée à ce sujet auparavant. Pour lui, le confort était évident. Mais pour Valeria, c'était quelque chose d'étrange. Pour la première fois, Andrés se rendit compte que sa maison, malgré son luxe, n'avait jamais vraiment été un foyer. Et maintenant, avec cette fillette-là, il commença à voir les choses autrement. La routine de la maison commença à changer. Avant,
Andrés passait la majeure partie de son temps seul, entouré uniquement par le bruit des notifications de son téléphone et des réunions interminables. Désormais, on entendait de légers pas dans le couloir, de petites voix murmurant des curiosités, et même une présence qu'il ne savait pas qu'il lui manquerait lorsqu'elle ne serait plus là. Valeria, encore prudente, explora l'endroit petit à petit, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait rester sans être expulsée. Elle ne posait jamais de questions directes, mais elle observait tout avec attention. Elle regardait les livres sur l'étagère, les tableaux au mur et surtout les vieilles photographies qu'Andrés conservait encore, notamment celle où il apparaissait aux côtés d'une fillette aux cheveux clairs, souriante, en tenant un ballon. « Qui est-elle » demanda Valeria soudain, surprenant Andrés. Il resta silencieux quelques instants avant de répondre « C'est ma fille ». La fillette acquiesça, sans insister davantage. Peut-être avait-elle senti que ce souvenir portait un poids trop lourd à partager. Pour sa part, Andrés ressentit quelque chose de différent. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait parlé de sa fille. Ce n'était pas qu'il ne le voulait pas, mais il évitait de toucher à cette douleur. Cependant, avec Valeria ici, cette photo semblait moins lointaine, non pas simplement un rappel de ce qu'il avait perdu, mais aussi un pont vers le présent. Dans les jours qui suivirent, Andrés commença à remarquer de subtils changements. Valeria, qui avait toujours eu peur de se détendre, commença à s'asseoir sur le canapé au lieu de rester accroupie contre les murs. Elle se surprenait moins face au bruit soudain et ne paraissait plus prête à s'enfuir au moindre mouvement. Bien qu'elle parlât encore peu, des progrès étaient visibles. Lorsque Andrés rentrait du travail, il trouvait des signes de sa présence. Un livre déplacé, un verre laissé dans l'évier, une couverture qu'elle avait étalée sur le canapé. De petits détails indiquant qu'elle commençait à se sentir chez elle. Un jour, en entrant dans la cuisine, Andrés découvrit un dessin sur la table. Il avait été réalisé avec des crayons de couleur dont il ne se souvenait même plus avoir en sa maison. Sur le papier se trouvait une grande maison, 2 figures à la porte et, au-dessus d'elle, un soleil souriant. Il observa le dessin longuement, sentant quelque chose serrer sa poitrine. Ce n'était pas simplement un gribouillis d'enfant, c'était un message. Sans qu'il ne s'en aperçoive, Valeria commençait à voir cet endroit comme un foyer. Et, plus encore, elle commençait à le voir lui-même comme faisant partie de ce lieu. En fin d'après-midi, le téléphone sonna, interrompant les pensées d'Andrés. Au bout du fil, une voix formelle se présenta. « Monsieur Velasco ? Ici Clara Rodriguez, du département de la protection de l'enfance. Nous avons reçu une dénonciation concernant une mineure qui vit avec vous. » Andrés sentit son cœur s'emballer. Il savait que garder Valeria chez lui sans procédure légale pouvait susciter des soupçons, mais il n'avait jamais imaginé que quelqu'un prendrait l'initiative de le dénoncer. Clara poursuivit, d'un ton bureaucratique mais non agressif. « Nous devons effectuer une visite afin d'évaluer la situation. Pourriez-vous nous recevoir demain après-midi » Andrés inspira profondément avant de répondre. « Bien sûr. Je serai disponible. » Aussitôt le téléphone raccroché, il passa quelques secondes à fixer le vide. La réalité le frappa comme un coup de poing. Il n'avait aucun droit sur Valeria. Si l'État décidait qu'elle devait être placée dans un foyer, il y aurait peu de choses à faire. Valeria remarqua l'expression fermée d'Andrés dès qu'il entra dans le salon. Elle avait toujours été douée pour lire dans les gens, un instinct de survie développé dans la rue. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle avec hésitation. Il pensa à adoucir la situation, mais il savait qu'elle avait déjà été confrontée à la dure vérité trop de fois. « Demain, ils viendront ici. Ils veulent savoir pourquoi tu es avec moi, » dit-il. Valeria se raidirent, ses doigts serrant le tissu de sa blouse. « Est-ce qu'ils vont m'emmener » Andrés se mit à genoux devant elle, maintenant son regard fixe. « Je ne sais pas, » admit-il, « car mentir ne servirait à rien. Mais je ferai tout ce qui est nécessaire pour éviter cela. » La fillette acquiesça lentement, bien que la peur dans ses yeux fût évidente. Elle avait déjà été oubliée auparavant. Elle avait entendu des promesses qui n'avaient jamais été tenues. Se pourrait-il que cette fois-ci, ce soit différent? Cette nuit-là, l'atmosphère dans la maison était lourde. Valeria dîna en silence, et Andrés ressentit le poids de quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant, la peur de perdre encore quelqu'un. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement dire qu'il voulait s'occuper d'elle. Le système ne fonctionne pas ainsi. Il lui faudrait prouver qu'il pouvait offrir un environnement sûr,
qu'il était une personne de confiance, qu'il ne prenait pas simplement une décision impulsive. Mais, au fond, il connaissait la vérité. Valéria faisait déjà partie de sa vie, et perdre ce lien maintenant serait comme perdre tout ce qu'il avait tenté de protéger. Le lendemain se leva dans une tension palpable. Andrés passa la matinée à réorganiser la maison, essayant de s'assurer que tout paraissait adéquat pour la visite du département de la protection de l'enfance. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'apparence. Il voulait démontrer que Valéria vivait dans un environnement sûr, propre et structuré. Pourtant, malgré tous ses efforts pour se concentrer sur les détails, l'anxiété ne le laissait pas en paix. Valéria, quant à elle, était encore plus silencieuse que d'habitude. Assise sur le canapé, elle se serrait les genoux contre la poitrine, comme si elle se préparait au pire. Andrés sentit un pincement au cœur en la voyant ainsi. Ce n'était pas juste qu'une enfant doive porter tant de peur et d'incertitude. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tout ira bien, dit-il, sans vraiment savoir si c'était vrai. Valéria ne répondit pas immédiatement. « Et si on m'emmène » murmura-t-elle enfin, brisant le silence. Andrés prit une profonde inspiration. Il aurait voulu lui dire que cela n'arriverait pas, mais il savait qu'il n'avait aucun contrôle. Alors il répondit sincèrement. « Si cela arrive, je ne t'abandonnerai pas. » Les yeux de la fillette rencontrèrent les siens, emplis à la fois de doute et d'espoir. Valéria n'était pas habituée aux promesses. Elle en avait entendu beaucoup, et la plupart n'avaient jamais été tenues. Pourtant, quelque chose dans la manière dont Andrés parlait fit naître en elle le désir de croire, même si elle n'en était pas sûre. À 3 heures de l'après-midi, la sonnette retentit. Andrés se leva lentement et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une femme à l'allure professionnelle, tenant une tablette et affichant un regard évaluateur. « Monsieur Velasco, je suis Clara Rodriguez, du département de la protection de l'enfance, » dit-elle. Il acquiesça et l'invita à entrer. Valéria resta immobile sur le canapé, le corps tendu. « Voici Valéria, » dit Andrés, essayant de paraître naturel. Clara sourit à la fillette, mais celle-ci ne répondit pas, le regard fixé au sol. L'entretien commença par des questions formelles. Clara voulait savoir depuis combien de temps Valéria était à la maison, comment Andrés l'avait trouvée et quelles étaient ses intentions à son égard. Il répondit honnêtement, expliquant qu'il ne pouvait tout simplement pas l'ignorer, qu'il voulait s'assurer qu'elle ait un endroit sûr. « Et toi, Valéria » demanda doucement Clara. « Comment te sens-tu ici » La fillette leva la tête lentement, ses doigts serrant le tissu de son pantalon comme à la recherche d'un réconfort. « Je me sens en sécurité ici » dit-elle d'une voix plus assurée que ce à quoi Andrés s'attendait. « Je veux rester. » Clara nota les paroles de Valéria, affichant une expression neutre, bien qu'Andrés pût sentir qu'elle écoutait vraiment. Après quelques questions sur la routine de la fillette dans la maison, elle commença à expliquer les étapes suivantes. « Je comprends votre préoccupation et votre intention d'aider, monsieur Velasco, mais il y a un processus à suivre. La loi exige que toute mineure sans tutelle légale soit placée sous la protection de l'État, jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. » Andrés sentit son estomac se nouer. Il s'y attendait, mais l'entendre à voix haute rendait tout encore plus réel. Valéria, à ses côtés, se raidit. « Est-ce que cela veut dire qu'ils vont m'emmener » Sa voix était basse, mais pleine de peur. Clara ajusta ses lunettes et répondit avec professionnalisme. « Pas immédiatement. Nous devons évaluer le cas avant de prendre une décision. Mais c'est une possibilité. » Andrés sentit en lui grandir un élan de protection. « Et si je veux garder cet enfant? Et si je veux assumer la responsabilité légale ?» Clara le regarda attentivement. « Nous devrions alors entamer une procédure formelle de tutelle ou d'adoption, ce qui pourrait prendre du temps. En attendant, la décision ne dépend pas uniquement de nous. » Aussitôt que Clara quitta les lieux, laissant Andrés avec une multitude de doutes et de documents à remplir, Valéria se recroquevilla sur le canapé. Elle ne pleura pas, mais il perçut la panique dissimulée dans son silence. Il s'assit à côté d'elle, ressentant une impuissance qu'il n'avait jamais connue. Pendant des années, Andrés avait toujours eu le contrôle absolu de sa vie. Contrats, investissements, fusion d'entreprises. Mais maintenant, la chose la plus importante de sa vie lui échappait. « Je vais me battre pour toi », dit-il sans détour. « Je ne sais pas ce qui se passera, mais je ne te laisserai pas seul. » Valéria hésita avant de répondre. « Et si on dit que je dois partir ?» Andrés la regarda dans les yeux. « Alors, je trouverai un moyen de te ramener, » répondit-il.
Il ne savait pas s'il pourrait tenir cette promesse, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir en cet instant. À partir de ce jour-là, Andrés s'immergea dans la procédure légale. Il engagea un avocat spécialisé, rassembla des documents et prépara des déclarations. Chaque jour qui passait était un défi, un combat contre un système bureaucratique qui ne tenait pas compte des liens émotionnels immédiats. Mais il savait une chose, Valeria faisait déjà partie de sa vie, et il n'était pas prêt à l'abandonner. Les jours suivants furent un mélange d'incertitude et d'adaptation. Tandis qu'Andrés se consacrait aux formalités pour essayer d'assurer que Valeria puisse rester avec lui, la fillette commença, peu à peu, à se sentir chez elle dans cet endroit. Cependant, l'insécurité planait toujours dans l'air. À tout moment, tout pourrait changer. Ce sentiment d'instabilité l'empêchait de se détendre complètement. Elle avait appris que le bonheur, lorsqu'il arrivait, était toujours éphémère. Pour tenter d'éloigner ses pensées de l'anxiété, Valeria commença à explorer davantage la maison. Elle apprécia la bibliothèque d'Andrés, passant ses doigts sur les livres, admirant leur couverture malgré son incapacité à bien lire. Un après-midi, il la trouva assise par terre, feuilletant un livre pour enfants. « Tu aimes les histoires » demanda-t-il en lui tirant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. Valeria haussa les épaules. « J'aime bien, mais je n'ai jamais vraiment appris à bien lire. » Andrés fut surpris. Cela semblait évident, mais il n'y avait jamais pris le temps d'y réfléchir. Ce soir-là, il prit une décision. Il apporta un livre avec de grandes lettres et s'assit à côté d'elle, sur le canapé. « Si tu veux, je peux t'apprendre à lire. » Au début, Valeria le regarda avec méfiance, mais après quelques secondes, elle rapprocha le livre et hocha la tête. Et c'est ainsi qu'une nouvelle habitude commença. Chaque soir, avant de dormir, ils passaient quelques minutes à lire ensemble. Au début, Valeria se trompait sur de nombreux mots, mais elle ne se décourageait pas. Et, pour la première fois, Andrés ressentit quelque chose de différent, de la fierté. Pendant ce temps, la procédure légale avançait lentement. L'avocat d'Andrés expliqua que, pour obtenir la tutelle, il devait démontrer non seulement qu'il pouvait subvenir aux besoins financiers de Valeria, mais aussi qu'un lien affectif existait entre eux. Le problème était que l'État ne considérait pas les sentiments comme une preuve concrète. Ce qui importait, c'étaient les documents, les expertises et les règles établies. Andrés commença à se rendre compte que cela ne serait pas aussi simple qu'il le pensait. Malgré les incertitudes, une chose était indéniable. Valeria faisait déjà partie de sa vie. Lorsqu'Andrés rentrait du travail, il ne trouvait plus une maison silencieuse et vide. Désormais, il y avait une fillette assise sur le canapé, gribouillant des dessins ou essayant de lire. Parfois, elle lui montrait de nouveaux progrès en lecture, et il souriait, l'encourageant. Peu à peu, sa peur diminuait. Mais tous deux savaient que cela n'était pas encore définitif. Le temps s'écoulait, et la décision finale ne dépendait pas d'eux. Le jour de l'audience arriva plus vite qu'Andrés ne l'espérait. Depuis qu'il avait entamé la procédure pour obtenir la tutelle de Valeria, chaque jour semblait une course contre la montre. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait rassemblé des documents, prouvé sa stabilité financière, démontré son engagement. Mais rien ne garantissait que la décision serait favorable. Au fond de lui, il craignait que tous ses efforts ne suffisent pas. Ce matin-là, Valeria était plus silencieuse que jamais. Elle portait les vêtements neufs qu'Andrés avait achetés pour l'audience, mais gardait les yeux baissés, jouant nerveusement avec ses doigts. Andrés remarqua son agitation. « Tout ira bien, dit-il, bien qu'il n'en soit pas sûr lui-même. Tu n'as qu'à dire la vérité. » La fillette acquiesça, mais son expression portait encore un fardeau qu'il ne pouvait apaiser. Au tribunal, l'atmosphère était froide et formelle. Le juge, un homme d'âge moyen au regard attentif, ouvrit la séance. L'avocat d'Andrés présenta les documents et exposa la demande de tutelle. Puis, Clara Rodriguez, la travailleuse sociale qui avait visité la maison, lut son rapport. Valeria semble être bien soignée et montre un fort attachement à M. Velasco, déclara-t-elle. Cependant, le processus exige que nous évaluions toutes les options avant de prendre une décision définitive. Le juge se tourna ensuite vers Valeria. « Peux-tu me dire, de tes propres mots, comment tu te sens en vivant avec M. Velasco ?» La fillette déglutit. Andrés sentit son cœur battre plus fort, conscient que ce moment était crucial. Valeria hésita, regarda Andrés puis le juge. Finalement, elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme «
Je ne veux pas partir. Ici, c'est ma maison. Le juge garda une expression neutre, puis posa une autre question. Pourquoi? Valeria joignit ses mains sur ses genoux et répondit sans détourner le regard. Parce que personne ne m'a jamais soigné comme lui. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur quand la nuit tombe. Parce qu'il m'enseigne des choses que je n'ai jamais apprises. Et parce que, pour la première fois, je sens que je suis importante pour quelqu'un. Andrés ferma les yeux un bref instant. Il savait que, quoi qu'il arrive avec la décision du juge, cet instant avait déjà tout changé. Le juge resta silencieux quelques instants après avoir entendu les paroles de Valeria. L'atmosphère dans la salle d'audience semblait chargée de tension, et Andrés ressentait le poids du moment. Il savait qu'il ne suffisait pas de vouloir s'en occuper. Le système avait ses propres règles, et il était à la merci d'une décision qui pouvait tout changer. Son cœur battait la chamade en attendant la réponse finale. Après avoir examiné quelques documents et échangé quelques regards avec Clara Rodriguez, le juge se pencha légèrement en avant et commença à parler. La situation présentée est atypique, mais les rapports indiquent que la mineure se trouve dans un environnement sûr et sain. Cependant, l'adoption est un processus long, et nous devons nous assurer que toutes les procédures soient suivies correctement. Andrés retint son souffle, craignant d'entendre un « mais » qui le terrifierait. Étant donné le lien affectif évident et la stabilité démontrée par M. Velasco, j'accorde la garde temporaire de Valeria pendant que le processus d'adoption est formalisé, déclara le juge. Andrés ressentit un soulagement si intense qu'il dut s'appuyer sur la table un instant. Les yeux de Valeria s'ouvrirent grands, et il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce que cela signifiait. « Est-ce que cela veut dire que je peux rester ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. Le juge acquiesça. « Pour l'instant, oui. Mais nous continuerons de surveiller le cas jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. » Valeria regarda Andrés, cherchant confirmation. Il sourit, un sourire rare sur son visage, et hocha la tête. Sans réfléchir, la fillette se jeta dans ses bras, si agrippant comme si elle pouvait enfin respirer. Andrés sentit la petite silhouette trembler contre sa poitrine et sut que, quelle que soit la suite, il ne permettrait jamais qu'ils soient séparés. En sortant du tribunal, Clara Rodriguez s'approcha et dit d'un ton professionnel, mais avec un léger sourire. « Vous avez gagné du temps, monsieur Velasco. Maintenant, vous devez prouver que vous êtes prêt à être père. » Andrés ne tarda pas à répondre. « Je le suis déjà. » Et à cet instant, il sut que c'était la seule vérité qui importait. Le retour à la maison fut différent de tout ce qu'Andrés avait connu ces dernières années. Cette fois, il n'était pas seul dans la voiture, perdu dans des pensées sur les affaires ou les stratégies d'entreprise. Assise à côté de lui, Valeria regardait par la fenêtre, mais son expression avait changé. Pour la première fois, on pouvait y voir une lueur de soulagement. Elle ne souriait pas complètement, mais semblait croire qu'au moins pour un temps, elle n'aurait plus à fuir. À leur arrivée à la somptueuse demeure, Valeria hésita un instant avant d'entrer. Andrés le remarqua et, sans dire un mot, attendit. Puis, elle prit une profonde inspiration et franchit le seuil, comme si elle scellait définitivement ce nouveau départ. « Que veux-tu faire maintenant ?» demanda Andrés, tentant de rompre le moment solennel. Valeria esquissa un sourire timide. « Puis-je choisir ce que je veux ?» Elle réfléchit quelques secondes et, à la grande surprise d'Andrés, répondit « Je veux cuisiner quelque chose, mais je ne sais pas cuisiner. » Andrés rit et conduisit la fillette jusqu'à la cuisine. Ensemble, ils improvisèrent une recette qui se transforma en un véritable désordre de farine, de rire et d'ingrédients éparpillés sur le plan de travail. Pour la première fois, la maison sembla pleine de vie. Avant de se coucher, Valeria s'arrêta à la porte de la chambre d'Andrés. « Merci de ne pas avoir abandonné », dit-elle d'une voix basse mais pleine de sens. Andrés la regarda et sourit. « Tu n'auras plus jamais à t'en faire », répondit-il. Cette fois, Valeria y crut. Cette nuit-là, Andrés prit la photo de sa fille décédée et, au lieu de ressentir uniquement de la tristesse, il éprouva de la gratitude. Il savait que Sofia occuperait toujours une place dans son cœur, mais il comprit désormais que l'amour n'a pas de limite. Valeria n'était pas un substitut, elle était un nouveau départ, et il ne permettrait jamais que quoi que ce soit ne les sépare à nouveau. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qu'Andrés avait vécu. Lui qui s'était fermé pendant des années à tout lien émotionnel, trouvait désormais du sens dans les petites choses. Le bonjour de Valeria le matin, les dessins qu'elle laissait éparpillés dans la maison,
le son des rires résonnant dans un foyer qui n'était autrefois qu'un espace vide. Sans s'en rendre compte, il s'était transformé. Et Valéria aussi. Elle ne dormait plus dans la peur, ni ne se recroquevillait au moindre signe d'incertitude. Désormais, elle faisait des projets. Elle demandait ce qu'il ferait le week-end, quel livre il lirait le soir, comment serait l'avenir. Andrés comprit que c'était le plus beau cadeau qu'il aurait pu lui offrir, la liberté d'imaginer un demain. Pour quelqu'un qui avait longtemps cru n'avoir aucune place dans le monde, c'était la véritable victoire. Un jour, alors qu'Andrés rangeait quelques documents, il trouva un dessin de Valéria, dont il ne se souvenait pas avoir vu auparavant. On y voyait 3 figures se tenant par la main. Lui, Valéria et une fillette aux cheveux clairs. Au-dessus, un ciel bleu, et dans un coin, un soleil radieux. Sa poitrine se serra. « Qui est celle-ci » demanda-t-il en appelant Valéria. Elle regarda le dessin et répondit naturellement « C'est Sofia ». Andrés resta sans voix. Il n'avait jamais beaucoup parlé de sa fille décédée. Il n'y avait aucune photo d'elle dans la maison, à l'exception de celle conservée dans son bureau. « Comment sais-tu à quoi elle ressemblait » demanda-t-il. Valéria haussa les épaules. « J'ai simplement ressenti qu'elle devait être dans le dessin aussi. » Andrés serra le papier, sentant un frisson parcourir son corps. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence, peut-être n'était-ce que l'imagination d'une enfant. Mais, au fond de lui, il savait qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout cela. Il regarda Valéria, qu'il appelait désormais « papa », sans hésitation, et comprit que certaines choses ne nécessitent pas d'explication. Le destin, le temps, la vie, quelle que soit la force qui les avait unis, il savait qu'il ne les laisserait jamais se séparer. Et, à cet instant précis, Andrés comprit que ce n'était pas lui qui avait sauvé Valéria, c'était elle qui l'avait sauvée. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes de dépassement de soi et de courage. Rejoignez notre communauté pour vous émouvoir avec des histoires réelles de force et de transformation.